Bonsoir et bienvenue à tous dans la grande interview sur RT en français. Aujourd'hui, nous recevons Franklin Nyamsi, professeur agrégé de philosophie, écrivain, mais aussi militant. Bonsoir, monsieur Nyamsi, et merci d'avoir donné suite à notre invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de RT. Je m'exprimerai surtout ici comme président de l'Institut de l'Afrique des libertés, think tank basé à Bamako au Mali et qui mobilise pour l'émancipation du continent africain. Alors, commençons par votre parcours personnel. Vous êtes notamment un intellectuel engagé, professeur agrégé de philosophie, écrivain, mais surtout militant panafricaniste. Comment votre parcours personnel a-t-il influencé votre engagement pour l'émancipation de l'Afrique? Je suis né le 31 mars 1972 au Cameroun, un pays d'Afrique centrale qui se trouve avoir appartenu au territoire sous tutelle coloniale de la France et de la Grande-Bretagne. Et avant cela, ce pays avait été placé dans la situation de colonie allemande. Pendant très longtemps, cette terre s'est construite au croisement de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique sahélienne, de l'Afrique du Sud et de l'Afrique australe. On l'appelle l'Afrique en miniature. Dans ce pays, entre notamment 1900 et 1971, se sont livrés de féroces batailles des peuples du Cameroun pour obtenir leur pleine souveraineté, leur pleine reconnaissance et se débarrasser de la triple balafre, de la triple tragédie, barbarie, négrière, coloniale et néocoloniale qui avait frappé cette zone. Je suis né là, à un endroit où l'Afrique était tellement belle et tellement diversifiée, et en même temps à un endroit où l'Afrique avait mal. J'ai pris conscience très tôt, en écoutant les récits de mes parents, de mes maîtres, mais également en allant vers les livres, parce que je suis né dans une famille où le livre, la lecture, l'analyse, l'écriture, la prédication étaient des pratiques quotidiennes. J'ai pris conscience qu'il fallait constamment nous battre par le savoir, par la mobilisation sociale et par la créativité pour affirmer notre humanité. Je viens du terroir de l'Union des populations du Cameroun et ce terroir-là, il vous forge soit un résistant, soit un soumis. Alors, quelles sont les valeurs qui vous animent et vous poussent à militer pour une Afrique libre et souveraine? Il y a trois grandes valeurs de la civilisation négro-africaine. La valeur de recherche de la vérité et qui privilégie tout ce qui conduit à l'amour de la connaissance. La valeur de justice, la pratique de l'égalité qui est la condition de la paix juste. Et une très grande valeur que l'Afrique a à offrir encore et encore au monde, la valeur de solidarité qui veut qu'on n'abandonne jamais un homme, une femme au bord de la route dans une société authentiquement humaine. Ces valeurs ont forgé mon parcours, mais elles se sont enracinées dans la pratique de l'amour de la connaissance, la pratique de l'écriture, la pratique du débat dialectique et contradictoire, mais également l'ouverture aux enseignements de toutes les grandes civilisations de l'humanité. Il me semble qu'avec ces trois valeurs, l'Afrique est tout africaine, tout africain, qui a reçu une éducation et qui a construit un chemin de pensée, peut réaliser sa forme humaine. Alors, Monsieur Nyamsi, en 2023, en France, vous avez été suspendu de vos fonctions à cause de vos prises de position politiques et avez récemment été jugé au tribunal correctionnel de Rouen. Comment avez-vous vécu cette situation et que dit-elle sur la liberté d'expression en France? Je suis citoyen français depuis 2002. Il y avait le président Chirac, ensuite le président Sarkozy, ensuite le président François Hollande et enfin, depuis 2017, le président Emmanuel Macron. Sous les présidents que j'ai cités en dehors du président Emmanuel Macron, alors que j'étais déjà écrivain, intellectuel connu, notamment dans le milieu africain et des diasporas comme étant un défenseur de l'émancipation africaine, je n'ai jamais été ici, en France, persécuté pour mes idées. Mais à partir de 2021, sous la présidence d'Emmanuel Macron, la liberté d'expression et la liberté de penser de gens comme moi, qui sont des citoyens français d'origine africaine et qui par ailleurs sont de plus en plus écoutés en Afrique et dans le monde à propos de la quadruple cause africaine, le retrait total des bases militaires néocolonialistes du sol africain, la suppression totale de la monnaie néocoloniale du franc CFA, la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains
et enfin la refondation de la civilisation africaine sur ses propres bases linguistiques et historiques profondes. Tous ceux qui, comme moi, sont rassemblés autour de ce programme de l'Afrique des libertés qui est aussi le programme de base de tous les panafricanistes de ce 21e siècle, ont été pris en chasse. Et moi, pour ma part en France, le président Emmanuel Macron a d'abord instruit des poursuites dans le milieu professionnel où pourtant je n'ai commis aucune faute. Par la suite, il les a élargies en me rendant difficile les entrées et les sorties du territoire français, fouilles aux aéroports, interrogatoires musclés, retrait et détention de pièces d'identité et de passeports, fermeture de comptes bancaires, convocation et garde à vue successives. Le président Macron a décidé de faire taire toutes les voix africaines les plus écoutées et qui critiquent la politique africaine de la France dans justement sa dérive néocolonialiste. J'ai été malheureusement inscrit par le président Emmanuel Macron depuis 5 ans dans la liste rouge des voix à éteindre, des voix à taire, parce que j'ai continué ce que j'ai toujours fait sous tous les présidents français précédents, sans être persécuté. J'en suis pratiquement à mon 36e livre, et dans chacun de ces ouvrages, j'ai rappelé la nécessité d'une relation fraternelle du peuple français aux peuples africains. C'est ce qui me vaut, en dernière date, un procès fabriqué de toutes pièces par le régime Macron, qui me reproche, après m'avoir enlevé 3 mois de salaire, madame, rendez-vous compte, en 2023, au motif que j'ai critiqué la politique africaine de la France, il m'est reproché d'avoir bénéficié de la solidarité des Africains du monde entier qui m'ont aidé à traverser cet épisode douloureux à travers des dons. Et j'ai été traîné au tribunal par le régime du président Emmanuel Macron pour rendre compte de l'usage que j'ai fait des dons des Africains. Une procureure de Rouen, Mme Corinne Gérard, avait auparavant classé l'accusation du gouvernement Macron contre moi sans suite. Mais le président Emmanuel Macron a instruit une substitute du procureur, une certaine Mme Aliénor Darigo, pour réouvrir un dossier qui avait été classé sans suite en violation de la tradition de la procédure pénale française, qui en son article 40-1 interdit de poursuivre quelqu'un dont l'affaire a été classée sans suite. Je suis dans la tourmente de la persécution parce que je suis resté fidèle à mon engagement de ne pas être de ces Africains devenus Français qui abandonnent l'Afrique, ni de ces Français d'origine africaine qui flattent les bas instincts racistes, colonialistes ou néocolonialistes de certains des membres de l'élite politique française. Je suis resté un critique de la France-Afrique. Comme citoyen africain, je le suis demeuré comme citoyen français et surtout, je le demeure en tant que philosophe. Mon devoir est de combattre tout ce qui aliène l'homme. Alors, vous l'avez dit vous-même, vous êtes basé en France, mais vous passez par plusieurs difficultés. Vous avez notamment cité la liberté d'expression qui a été restreinte. Quelles autres difficultés pensez-vous que les militants basés en Europe rencontrent? Oui, alors, tant que l'Occident en général, la France en particulier, contrôlait les médias africains et pouvait dicter la vérité à propos de l'Afrique, il n'était pas nécessaire pour eux de restreindre de manière ouverte et grossière la liberté d'expression des objecteurs de conscience comme moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'après l'effondrement des grands médias d'État occidentaux qui contrôlaient les opinions africaines, des médias comme RFI, France 24, BBC, La Voix de l'Allemagne, La Voix de l'Amérique, des médias qui en fait dictaient en quelque sorte l'opinion africaine, ont cessé d'être les principaux médias que les Africains écoutent à la suite de la révolution numérique et notamment de la révolution des réseaux sociaux. Il a donc été pensé en haut lieu à tous les niveaux de l'Union européenne, mais également à la tête de l'État français, qu'il fallait réprimer toutes les voix qui étaient désormais écoutées sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur TikTok, qui étaient désormais écoutées sur des médias alternatifs, sur des médias non européens, comme le vôtre aujourd'hui, RT ou Sputnik. Il fallait empêcher que ces voix qui ont pris le relais et qui sont maintenant les plus écoutées des Africains, que ces voix dominent. C'est ce que le président Macron a appelé malheureusement la guerre informationnelle. C'est dans le cadre de cette guerre informationnelle ayant pour but le contrôle mental des Africains que les leaders d'opinion, que les intellectuels, que les activistes panafricanistes, et c'est mon cas, ont été pris en chasse. Rendez-vous compte, je suis l'objet de toutes sortes de stratégies de répression de ma liberté d'expression
J'en suis à la 30e tentative et il y en a quelques-unes qui ont réussi de pirater et de détruire mes comptes sur les réseaux sociaux. Au moment où je vous parle, hier seulement, déjà, mon compte X, qui s'appelle Nyamsi wa Cameroun wa Africa, @Franklin Nyamsi, X Twitter, a été attaqué et il m'est inaccessible. Pendant tout le mois de septembre et une partie du mois d'octobre, ma grande chaîne YouTube, Franklin Nyamsi wa Cameroun, l'Afrique des libertés, avec pratiquement aujourd'hui, eh bien, 420 000 abonnés, avait été piratée et attaquée. En fait, il est question de nous revendiquer, de nous arracher, nous, intellectuels, penseurs, militants, activistes, panafricanistes, la primeur de l'animation de la pensée en Afrique, parce que les médias traditionnels ont été détrônés. Alors, la France-Afrique est un concept que vous critiquez souvent. Comment décririez-vous en fait l'influence de la France-Afrique en Afrique et quelles sont les méthodes que la France utilise pour la maintenir? La France-Afrique, c'est une organisation mafieuse rassemblant des élites corrompues africaines qui ont été imposées à la tête des anciennes colonies, anciens territoires sous tutelle de la France, par le général de Gaulle et son homme de main qui s'appelait Jacques Foccart. Puis par la suite, par tous les principaux dirigeants français après le général de Gaulle, jusqu'au président Emmanuel Macron aujourd'hui. Ils ont maintenu un système qui fonctionne en 4 points. Premier point, l'occupation militaire de l'Afrique contre la volonté des peuples africains, qui consiste à travers des bases militaires de tenir les peuples africains dans un précaré, une zone d'influence. Aujourd'hui, il l'appelle un dispositif. Deuxième outil de l'exploitation de l'Afrique par la France-Afrique, la monnaie néocoloniale du franc CFA, qui permet de faire tourner une planche à billets à partir de la France, permettant de s'assurer à vil prix, voire gratuitement, les matières premières stratégiques africaines. Troisième verrou, eh bien, la désignation au forceps, y compris à coup de coup d'État, de rébellion, à coup d'agression, eh bien, des dirigeants africains, afin que ceux-ci soient conformes aux desiderata eh bien, de l'élite néocolonialiste française. Et puis, quatrième méthode, la répression culturelle, le contrôle des idées à travers ce qu'on a appelé les organisations de la francophonie. Voilà les 4 méthodes qui ont été employées depuis les années 50, années de commencement du processus dit des indépendances, jusqu'à ce jour. Et c'est contre ces 4 méthodes que les panafricanistes, activistes, militants, intellectuels, leaders politiques sont entrés en résistance. Et ce sont ces méthodes qui sont en train d'être démantelées au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Vous voyez venir cela au Tchad, vous voyez venir cela au Sénégal, et je peux prédire de manière incontestable, puisque c'est l'aspiration la plus profonde des peuples africains, que la France-Afrique sera totalement démantelée à très court terme. Alors, vous le mentionniez déjà, M. Nyamsi, l'Afrique passe par une période de bouleversement. On pense notamment aux pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Comment analysez-vous ces changements et qu'est-ce qu'ils traduisent pour les peuples africains? Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont opéré un changement de doctrine géopolitique et géostratégique après avoir analysé les causes de la déstabilisation de l'Afrique contemporaine. Selon une théorie qui avait été proposée par les officines occidentales, l'Afrique contemporaine serait déstabilisée par des groupes de terroristes religieux qu'on appellerait des djihadistes et qui voudraient imposer un certain islam aux Africains. Or, la vérité est que les 2 principales organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, qui sont issues du Moyen-Orient, ont été créées avec la complicité des renseignements généraux de l'OTAN. Par conséquent, le Mali, le Burkina et le Niger ont compris que la déstabilisation de 2011, avec 6 mois de bombardement et de destruction de la Libye, qui a été faite par l'OTAN, d'Obama, de Sarkozy et de Cameron, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, faisait partie d'un vaste plan de recolonisation du continent africain. Puisque ce sont les terroristes mercenaires armés par l'OTAN en Libye qui ont par la suite envahi toute la bande sahélienne et qui s'empressent actuellement d'occuper le golfe de Guinée, tout comme ils s'enfoncent jusque dans le canal du Mozambique. Les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens ont compris qu'on ne peut pas combattre le terrorisme en Afrique avec les puissances qui l'ont fait venir dans le but de maintenir l'Afrique sous instabilité, sous déstabilisation, selon la fameuse méthode du The Shock Doctrine analysée par Mélanie Klein dans son bel ouvrage. Il s'agissait de maintenir l'Afrique en situation d'instabilité pour que les pays africains aient besoin des bases militaires occidentales et
en repositionnant les bases militaires occidentales, il s'agissait de s'assurer que l'on peut continuer à contrôler les réserves d'uranium, d'or, de manganèse, de pétrole, de lithium, de fer, de diamants, qu'on peut contrôler les richesses africaines et continuer à imposer des dirigeants vassaux, valets du néocolonialisme et de l'impérialisme à la tête des pays africains. Ce plan a été découvert sur le plan intellectuel par nous depuis plusieurs décennies. Nous n'étions pas suffisamment écoutés par les dirigeants africains. Pour la première fois en ce 21e siècle, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et relativement en Centrafrique, la clarté sur la nature de la déstabilisation continentale s'est faite et ces pays ont décidé de combattre le terrorisme sans s'appuyer sur la coalition qui a rendu possible la grande invasion terroriste du continent. C'est cette rupture théorique, cette rupture géopolitique et géostratégique qui rebat les cartes et donne une chance, une perspective à la souveraineté africaine aujourd'hui. Alors, pensez-vous que cette rupture marque un tournant irréversible vers une Afrique plus souveraine? Il y a 3 raisons pour lesquelles je le pense. La première raison, c'est que c'est une rupture qui ne consiste pas pour les Africains à remplacer les anciens maîtres occidentaux par de nouveaux maîtres. Quoi qu'en dise la propagande néocolonialiste et impérialiste occidentale en particulier, les Africains ne sont pas en train de passer de chasse gardée de l'OTAN, de chasse gardée de la France-Afrique, à chasse gardée de la Russie, de la Chine, de la Turquie, de l'Iran, et j'en passe. Les Africains sont au contraire en train de rechercher les alliances qui les libèrent, c'est-à-dire d'aller vers des dispositifs de coopération gagnant-gagnant qui permettent de développer concrètement l'Afrique, de la sécuriser, de la pacifier et de permettre à ces populations de renouer avec leurs traditions multimillénaires. Il y a une deuxième raison pour laquelle je suis convaincu que la rupture géopolitique et géostratégique africaine actuelle est bénéfique. C'est qu'elle a libéré la créativité des Africains. Créativité, pas simplement dans le domaine politique, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle confiance des sociétés civiles africaines envers l'avenir de l'Afrique. Les jeunes Africains, regardant ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger, ne sont plus les yeux rivés vers la Méditerranée, vers les États-Unis, ne sont plus les yeux rivés vers les routes de ces migrations qui finissent bien souvent par des catastrophes dans les océans et dans les mers. L'Afrique retrouve, à travers justement ce processus révolutionnaire panafricaniste ancré dans sa propre civilisation, l'espoir rendu à ces jeunes, à ces femmes, à ces enfants de tous les âges et de toutes les générations. Enfin, il y a un troisième facteur. On voit très bien qu'il y a un lien entre cette révolution panafricaniste et l'amélioration concrète du niveau de vie des Africains. Vous voyez par exemple ce que les États du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont été capables de renflouer dans leurs caisses en simplement 2, 3 ou 4 ans de politique véritablement souverainiste, panafricaniste, de politique patriotique. Ils ont été capables de faire fonctionner ces États sans dépendre du FMI, de la Banque mondiale, de l'aide française au développement et de toutes ces béquilles qui entretiennent en réalité les peuples, les États et les sociétés africaines plus largement dans une dépendance psychologique coupable de reproduire la désespérance multiséculaire dont nous voulons nous séparer à tout jamais afin de transmettre une Afrique où il fasse bon vivre et où, en paix, les Africains puissent affirmer leur humanité. Voilà les 3 raisons pour lesquelles je suis convaincu que la dynamique partie du Mali, du Burkina et du Niger représente le socle de la naissance d'une véritable puissance africaine dans le monde multipolaire en construction. Alors, Monsieur Niamsi, vous qui êtes un intellectuel engagé, quels sont les leviers économiques et politiques que l'Afrique devrait adopter aujourd'hui pour affirmer son indépendance face aux anciennes puissances coloniales? Le premier levier, ma chère dame, c'est le levier de la sécurité et de la défense. L'expérience longue de l'Afrique a prouvé que si la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation et toute la barbarie qui les a accompagnés ont été possibles, c'est parce que les peuples, les États, les royaumes, les sultanats, les chefferies africaines ont été surpris. Tout ce monde a été surpris par le niveau technologique de l'offensive négrière, coloniale, néocoloniale et impérialiste. Donc, il y a impératif à renforcer l'outil de défense des États africains. Le deuxième élément extrêmement important, c'est celui de la nationalisation des secteurs vitaux des économies africaines. Rendre l'Afrique productive, l'Afrique riche aux Africains. Le troisième impératif, c'est celui de ce transfert de technologies qui est la condition pour
que l'Afrique transforme elle-même sur place l'essentiel de ce qu'elle consomme et garde la valeur ajoutée des faramineuses richesses qui émanent de son sol et qui nourrissent abondamment les économies américaines, européennes, asiatiques. Le quatrième facteur essentiel de ce processus, c'est le facteur de la renaissance culturelle africaine. Il faut remettre dans le programme d'éducation des Africains tout ce qui est de nature à renforcer l'autonomie des individus, l'autonomie des peuples et à favoriser la réalisation du grand rêve panafricaniste dont Marcus Garvey, Kwame Nkrumah se sont fait porteurs, Thomas Sankara, Julius Nyerere, Nelson Mandela, le rêve d'une fédération africaine qui puisse rendre pleinement dans le grand concert géopolitique et géostratégique des nations sa place à l'Afrique, non pas comme une puissance qui tend la main pour mendier, mais une puissance qui indique ses options et qui peut s'imposer dans une négociation réciprocitaire, mutuelle, égalitaire avec les autres puissances du monde multipolaire auquel nous aspirons. Alors, la France perd de plus en plus son influence en Afrique, notamment au Sahel, avec le dernier en date, c'est le retrait des troupes françaises au Tchad. À quoi attribuez-vous ce recul? Ce recul est dû à la défaite intellectuelle de l'élite politique française, qui a été incapable de concevoir un modèle de l'État français qui puisse s'affirmer sans l'exploitation injuste et inégalitaire de l'Afrique. C'est cette défaite intellectuelle qui paralyse les élites françaises. Elles ont été incapables de sortir du modèle de l'État français négrier, de l'État français colonial, de l'État français néocolonial et impérialiste. Je me suis battu pendant plus de 20 ans dans ce pays pour faire comprendre qu'il fallait anticiper sur les révolutions inévitables qui arriveraient sur le territoire africain, en enlevant les bases militaires datant de la période négrière coloniale, en supprimant la monnaie néocoloniale du CFA, qui est une arnaque, en cessant de soutenir les pires dictateurs du continent africain contre les peuples africains et en cessant de réprimer la légitimité de la tradition et de la civilisation multimillénaire négro-africaine. Je disais qu'il fallait anticiper dessus pour que, précisément, les convulsions dans lesquelles on est entré aujourd'hui n'arrivent point. Je n'ai pas réussi à être écouté par l'élite de gouvernement française et je ne suis pas le seul à avoir été de ces voix qui ont crié dans le désert. Nous sommes maintenant à une heure où les peuples africains ne peuvent plus attendre le bon vouloir des dirigeants français pour se libérer. Ils ne peuvent plus attendre le bon vouloir des puissances de l'OTAN pour se libérer. Les Africains ne veulent plus courir dans le désert, courir dans la mer Méditerranée ou aller se noyer dans l'océan Atlantique à la recherche de l'Eldorado imaginaire américain. Les Africains maintenant regardent vers les palais présidentiels et veulent y voir des hommes et des femmes qui servent leurs intérêts prioritairement, comme c'est le cas dans tout peuple, dans tout pays convenablement gouverné. Et par conséquent, il va falloir s'attendre à ce que les Africains hâtent eux-mêmes les réformes, voire les révolutions que l'élite politique française a refusé d'implémenter. L'histoire s'accélère. Ce que vous voyez au Mali, au Niger, au Burkina, au Tchad, va se reproduire au Sénégal, au Cameroun, au Gabon. Cela va se reproduire au Togo, au Bénin. Cela va se reproduire dans toute l'Afrique, anciennement francophone, anglophone, lusophone, hispanophone, parce que les jeunes générations refusent de continuer à subir le syndrome de Stockholm. Ce syndrome qui, comme vous le savez, consiste à tomber amoureux de son propre bourreau. Les Africains sortent de ce sadomasochisme et ils affirment leur dignité, leur prospérité et leur désir de respectabilité planétaire. Alors, Monsieur Niamsi, comment voyez-vous l'avenir des relations avec la France, l'avenir des relations entre l'Afrique et la France? Est-ce que vous pensez qu'une coopération égalitaire est encore envisageable? La coopération égalitaire est toujours possible. Il ne faut jamais fermer la porte à un avenir meilleur possible. Mais elle passe par une révolution en France. Il y a une décolonisation de l'élite politique française. Et cette décolonisation est l'une des opportunités qui s'offrent au peuple français à travers la crise politique, économique, financière, sociale, géopolitique et géostratégique que l'État français traverse aujourd'hui. Je m'adresse à vous depuis une France qui est sans gouvernement. Car hier, 4 décembre 2024, le Parlement a renversé le gouvernement Barnier. Qui n'était pas légitime parce qu'il n'avait pas été élu majoritairement aux législatives du mois de juillet 2024. Cette crise-là, qui se déroule en France, est en rapport avec la baisse des profits français en Afrique. Car comme l'a dit le président Chirac, qui a été 2 fois élu président de la République française,
On oublie souvent une chose, c'est qu'une bonne partie de la richesse que l'on a en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Il va donc falloir que monte au pouvoir en France une élite politique qui renonce à la dépendance psychologique, économique, politique, mentale, à la dépendance même spirituelle de l'élite politique française envers l'exploitation de l'Afrique. De l'autre côté en Afrique, les révolutions sont en marche. Il va falloir que les Africains, les peuples africains, se dotent de dirigeants qui se mettent à leur service, serviteurs de leur peuple et non asservisseurs de leur peuple. Et ce sont ces doubles révolutions, ici en France et là-bas en Afrique, qui vont rendre possible l'émergence de classes politiques à même de négocier, de discuter entre la France et l'Afrique la question de la vérité historique, la question de la justice, la question des réparations et la question de la réorganisation de relations équitables et mutuellement bénéfiques. Alors, que pensez-vous des sanctions imposées au régime militaire africain? Pensez-vous qu'elles renforcent ou affaiblissent la détermination des peuples africains? Si les sanctions imposées par les grandes puissances néocolonialistes et impérialistes aux régimes africains étaient efficaces, mais on n'aurait pas une succession de pays africains qui demandent à sortir du joug, justement du néocolonialisme français ou de l'impérialisme occidental. Vous voyez très bien que lorsque le Mali a levé la tête en premier, on a voulu enfoncer la tête du Mali dans l'eau. Le Burkina a levé la tête. On a voulu enfoncer la tête du Burkina dans l'eau. Le Niger a levé la tête. Oui. On a voulu écraser le Niger. Les trois autres peuples de la Confédération d'Alliance des États du Sahel se sont mobilisés. Il y a une dynamique historique. Karl Marx parlait de la lutte des classes. Hegel parle de la raison dans l'histoire. Moi, je peux parler d'une providence qui est un ordre de l'histoire mondiale et qui veut que le temps de la réparation et du rééquilibrage des relations internationales en faveur des peuples les plus meurtris, les peuples du Sud global, soit arrivé. Les forces sociales, économiques, politiques ont suffisamment œuvré. La contradiction a atteint sa forme extrême. Il va falloir compter avec les Africains. Alors, vous avez souvent parlé de la jeunesse africaine comme un acteur clé du changement. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser aujourd'hui? Je voudrais dire à chaque Africaine et à chaque Africain, et pas seulement ceux qui vivent dans le continent africain, mais ceux qui vivent partout à travers le monde, que nous avons tous la responsabilité de faire entendre notre droit égal sur cette planète des hommes, à être respectés comme des êtres humains à part entière et non des êtres humains entièrement à part. Cela passe par l'acquisition d'une bonne éducation. Cela passe par l'engagement citoyen, où que nous soyons dans le monde, à faire comprendre et à participer à la solution des problèmes africains. Cela passe par la créativité. Nous avons la responsabilité de créer nous-mêmes, en Afrique, dans les diasporas africaines, les outils et les solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Par exemple, nous avons à sortir de la dépendance au paradigme des droits de l'homme tels qu'ils ont été pensés par l'Occident, de la démocratie telle que l'Occident la pense, pour élaborer l'état de droit africain à partir de la connaissance de l'histoire de nos propres civilisations. Voilà un domaine dans lequel les sociologues politiques, les philosophes politiques, les juristes politiques, les scientifiques de tous les domaines ont quelque chose à faire. Du même esprit doit être l'exigence du transfert des technologies ou de la création technologique. On doit encourager cela. Et à mon avis, la chose la plus importante, c'est toujours de commencer par les arts et les techniques de l'autosuffisance. À commencer par l'agriculture africaine qui doit, de toute urgence, produire les conditions de l'autosuffisance alimentaire du continent. Car un peuple qui peut se nourrir est capable de passer à toutes les autres phases du déploiement de son génie matériel et spirituel. Alors, Monsieur Niamsi, vous êtes un exemple pour beaucoup d'Africains aujourd'hui. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes Africains qui aimeraient suivre votre exemple et s'engager dans la lutte pour l'émancipation du continent? Je voudrais leur dire de s'éloigner de deux erreurs qui sont récurrentes et qui sont des tentations faciles. La première, c'est le fatalisme. En raison des tragédies que la population africaine mondiale a subies ces 6 derniers siècles, beaucoup grandissent en ayant abandonné leur humanité entre les mains des autres peuples du monde et des autres dirigeants du monde. Nous n'avons pas le droit de le faire. La forme humaine nous est accordée par le Tout-Puissant à travers nos ancêtres angélisés pour que nous en fassions l'usage le plus fructueux. Donc, pas de fatalisme. Mais en même temps, le deuxième piège que la jeunesse et que les peuples en général, africains en particulier, doivent éviter, c'est le piège de l'optimisme béat.
Il ne faut pas penser que le progrès, la prospérité, la joie, le bonheur, le succès nous sont dus par le futur. Ils ne nous sont pas dus par le futur. Il nous appartient de nous organiser, de nous rassembler, nous qui avons les mêmes problèmes, et de lutter pour transformer notre réalité et rendre possible le futur que nous méritons. Je refuse donc autant le fatalisme que l'optimisme béat. Ce que j'affirme, c'est la lucidité d'une espérance partagée sous la forme d'un engagement actif, proactif, un engagement inventif, mais basé sur le respect de nos valeurs de civilisation, l'amour de la vérité, l'amour de tout ce qui conduit à la justice et bien sûr la solidarité, marque déposée des peuples africains sur cette planète. Alors, pour sortir de cet entretien, M. Niamsi, que répondez-vous aux personnes qui vous accusent de démagogie ou de populisme dans vos discours? Comment défendez-vous la légitimité, autant pour moi, de votre combat? Les Africains m'appellent le docteur des preuves, chère madame. C'est-à-dire qu'ils me reconnaissent comme l'un de ces intellectuels africains qui ne disent que des choses qu'ils peuvent prouver. Ça, c'est l'une de mes marques déposées. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes à une époque où, précisément, ceux qui contrôlaient le mental des Africains, ayant été déracinés de ce contrôle, ont besoin d'inventer des qualificatifs insultants, infamants, pour désigner ceux qui, désormais, eh bien, comme moi, ont 55 000, 60 000, 40 000, 70 000 personnes en direct de la moindre de leurs émissions sur les réseaux sociaux. Ce sont des qualificatifs de la jalousie. Enfin, il y a une troisième chose qui est importante. Il faudrait s'intéresser au parcours de vie de l'homme dont on parle. Moi, je suis un opposant à la dictature de mon pays natal, le Cameroun. Si je voulais avoir une carrière de démagogue politique, je serais devenu un cadre du parti au pouvoir dans mon pays natal, le Cameroun. Et je crois que j'aurais eu une bonne place dans ce système. J'ai refusé. Je suis citoyen adoptif de Côte d'Ivoire. Je m'y suis vu proposer par M. Alassane Ouattara, l'actuel président, d'être son conseiller spécial. Ce que j'ai refusé, avec tous les avantages que la participation à son régime corrompu aurait pu me procurer. Alors, quelqu'un qui a doublement refusé dans son pays natal, le Cameroun, et dans sa patrie adoptive de Côte d'Ivoire, d'être aux côtés d'un pouvoir, simplement en raison des avantages matériels que celui-ci peut lui procurer, cette personne-là ne peut pas être un démagogue. Qui plus est, quand, au lieu de poursuivre sa tranquille carrière de professeur provincial de philosophie, qui a pratiquement 10 petites années de sa retraite, il s'engage depuis ses 18 ans à toujours œuvrer pour que ce qui fait souffrir l'humanité africaine, que cela cesse. J'ai pour moi mon combat, j'ai pour moi mon œuvre et j'ai pour moi le témoignage de ceux qui me connaissent. Je fais partie des rares Africains chantés de leur vivant par les Africains. Au moins 3 beaux textes musicaux m'ont été offerts. Pour un démagogue ou un menteur, c'est un peu trop facile. Il y a en fait davantage à reconnaître que je sers le peuple africain de toutes les fibres de mon âme et que je ne suis pas prêt de m'arrêter maintenant qu'ils sont des centaines de millions à m'écouter. Alors, merci, M. Niamsi, d'avoir répondu à nos questions et merci à vous de nous avoir suivis. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.